Bonsoir à toutes et à tous, en ce dimanche soir, ça y est, il était temps, on se retrouve pour la critique de Matrix Résurrection, cette fois-ci 100% spoilers. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous déconseille de la regarder parce que là ça va vous spoiler tout ce qui se passe, donc quittez cette vidéo. Il y a une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours sans aucun spoiler, vous pouvez aller la voir, mais si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'en savoir un peu plus. Et donc je vais vous donner mon ressenti à la fois, ma compréhension des choses, puisque j'ai vu le film 3 fois maintenant, en l'espace de quelques jours, que j'ai adoré vraiment beaucoup, même si j'ai certaines choses à lui reprocher. Et sachez que je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque chose parce qu'il y aurait beaucoup trop à dire dans une vidéo qui va déjà durer à mon avis 20 minutes minimum. C'est pourquoi la deuxième quinzaine de janvier, il y aura un live où je serai accompagné de mes collègues, plusieurs d'entre eux, au moins 2 ou 3, et on reviendra, on décortiquera en détail chaque scène, tout le film par ordre chronologique parce que j'ai pris 3 pages de notes, mais des grandes pages, hein, des pages cahier grand format. Alors j'ai allégé un petit peu pour cette vidéo, mais pour le coup, pour le live, on reviendra beaucoup plus en détail sur certains dialogues, sur certaines petites situations, même sur certains détails. Là, je vais vraiment vous parler de ce que j'ai le plus aimé et de ce qui m'a un peu déçu aussi. Et cette critique sera divisée en deux, le fond et la forme, ou plutôt la forme et ensuite le fond. Et dans le fond du scénario, ce sera encore divisé en deux entre la première heure du film et le reste du film où il y a clairement une distinction à faire. Donc, je vais me référer à mes notes parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce film que je n'ai pas tout retenu de tête. Je l'ai noté. Et on commence donc par la forme. Alors, au niveau de la réalisation, Lana Wachowski n'est pas avec sa sœur. Oui, j'allais dire son frère, puisque à l'époque de la trilogie, c'était des mecs. Maintenant, ce sont des femmes. Voilà, je ne vais pas rentrer dans la polémique, c'est un fait, c'est comme ça. Avant, c'était des mecs, maintenant, c'est des femmes. À l'époque de la trilogie, c'était les Wachowski Brothers, maintenant, c'est les Wachowski Sisters. Mais de toute façon, c'est même pas les Sisters, c'est juste Lana Wachowski. Donc, on va pas faire compliqué. Lana Wachowski est seule pour la réalisation. Est-ce que ça aurait été mieux si elle avait été avec sa sœur? Je ne suis pas sûr. Maintenant, il est vrai que ça déçoit un petit peu au niveau de la réalisation parce qu'on ne retrouve pas ces artifices, cette colorisation, cette photographie qu'il y avait dans la trilogie d'origine. Alors là, c'est John Toll, le directeur de la photographie. John Toll, il s'est occupé de Cloud Atlas et de Jupiter Ascending, soit les deux films précédents de Lana et Lily Wachowski. J'ai encore du mal avec les noms parce que dans ma tête, j'ai du mal à retenir les noms des deux sœurs. Mais donc, Lily, oui, c'est ça, Lily et Lana Wachowski. Donc, Cloud Atlas et Jupiter Ascending ont la même photographie et le même style de réalisation que ce Matrix Résurrection. Et je dois le dire, je n'ai que très peu apprécié Cloud Atlas et je n'ai pas du tout apprécié Jupiter Ascending. Non pas que c'était pas des films intéressants, c'est que j'ai pas été sensible au film, ça m'a pas touché comme m'avait touché beaucoup la trilogie Matrix. De manière générale, chez les Wachowski, il n'y a que les Matrix que j'aime. Et V pour Vendetta, même si c'est pas eux qui l'ont réalisé, ils se sont occupés de tout le reste, hein, scénario, production. Mais V pour Vendetta, j'avais adoré, j'avais retrouvé l'inspiration des Wachowski. Là, sur la réalisation, pour moi, ça manque d'inspiration, ça manque de créativité. Ceci dit, c'est normal, elle privilégie le fond à la forme. Et c'est totalement voulu par Lana Wachowski. Et ça se voit notamment dans les combats. L'absence de Yuen Woo-ping se fait sentir cruellement. C'est ce qu'on aime aussi, la trilogie Matrix, c'est les combats, le kung-fu, que ce soit dans les 3 films, il y a énormément de bastons. Là, il y en a beaucoup moins. Et on sent que Yuen Woo-ping n'est pas là, du coup l'impact des coups, la puissance des coups ne se fait pas ressentir, on est beaucoup plus sur de l'effet spécial, notamment cette scène que l'on a dans le dojo sur le lac entre le nouveau Morpheus joué par Yahya Abdul-Mateen II et Keanu Reeves. On ne ressent pas la même puissance que dans le combat qui est censé être le même, le combat qu'il y avait entre Laurence Fishburne et Keanu Reeves dans Matrix 1. Est-ce que c'est gênant? C'est un peu frustrant. Oui, je dois dire que ça m'a déçu. Est-ce que c'est voulu par Lana Wachowski? Clairement,
elle ne veut pas mettre l'accent sur les combats et sur l'action. On sent qu'elle est obligée de le faire parce que, justement, il va y avoir une critique par rapport à ça. C'est un film de commande, un film de studio, mais elle a eu quand même une totale liberté de dire ce qu'elle voulait. Elle doit y mettre de l'action, mais c'est pas ce qu'elle a envie de mettre en priorité. Elle, ce qu'elle a envie, Lana Wachowski, c'est de mettre, c'est de la réflexion. Le casting c'est très important. Pour moi, il est quasi irréprochable. Il y a peut-être un reproche à faire, mais le casting, je l'ai adoré. Et je commence par Jonathan Groff, qui est impeccable. Oui, l'absence de Hugo Weaving, qui n'est pas là pour des raisons d'emploi du temps, je l'avais dit dans les lives sur la trilogie en parlant de Matrix 4, il n'était pas là parce qu'il ne pouvait pas se joindre, non pas qu'il ne voulait pas, contrairement à Laurence Fishburne qui n'a pas été recontacté. Hugo Weaving avait été recontacté, mais souci de planning, il n'a pas pu jouer dans le film. Ils l'ont remplacé par Jonathan Groff. Et Jonathan Groff, il est excellentissime dans le film. Je l'ai trouvé très charismatique. Je l'ai trouvé bluffant, limite bluffant dans son interprétation. Et il fait bien passer ce sentiment d'être imbu, présomptueux de sa personne, limite d'être amoureux de lui-même. C'est un narcisse, le mec. Et je l'ai trouvé excellent. Encore plus excellent le fait que, c'est une critique 100% spoilers, hein, encore plus excellent le fait qu'il fasse alliance avec Neo et Trinity dans la dernière partie du film et qu'il leur sauve la mise. Je trouve qu'il y a une relation, une alchimie entre les deux, entre Keanu Reeves et entre plutôt Neo et Smith, qui est excellente. C'est des frères ennemis, c'est des frères ennemis jurés. C'est sa némésis, et en même temps, ils se complètent bien les deux, et ils ont besoin l'un de l'autre. Et au final, Smith, joué par Jonathan Groff, apprécie Neo, et ça se voit dans les dialogues, et j'ai trouvé ça savoureux. Ça, c'est pour le fond du film, mais revenons sur la forme, les acteurs. Jonathan Groff, excellent. Hugo Weaving, oui, il manque, mais son absence est palliée en partie. On a Laurence Fishburne qui manque beaucoup au film. Il manque beaucoup. C'est peut-être ça le plus gros reproche que j'ai à faire au film, l'absence de Laurence Fishburne. Oui, il y a des extraits des 3 Matrix et on voit beaucoup Laurence Fishburne dans la trilogie, les extraits qu'il y a, qui sont sous forme de flashback, mais voilà, j'aurais voulu voir Laurence Fishburne de maintenant. J'aurais voulu revoir ses retrouvailles avec Neo et Trinity. Et ça m'a manqué. Ça m'a vraiment manqué. Les 3 visionnages à chaque fois, c'est quelque chose que... c'est une déception. Ceci dit, c'est pas non plus la déception totale. Le film reste quand même excellent. Yahya Abdul-Mateen II, qui fait le nouveau Morpheus, je le trouve excellentissime. Alors Yahya Abdul-Mateen II, je l'avais dit dans la critique sans spoilers, je l'avais moyennement apprécié dans Aquaman parce que je le trouvais un peu inutile. Je vois pas trop ce qu'il venait faire, son personnage n'était pas indispensable à l'intrigue, et j'avais pas pris en compte tout son talent, tout comme Candyman que je n'ai pas vu et que je ne compte pas voir parce que ça m'intéresse pas. Par contre, là dans ce film, je trouve qu'il a un talent énorme, il a un charisme. Alors j'ai vu le film en version originale sous-titrée, donc je sais pas quelle est sa voix en français, mais ne serait-ce que par sa voix, il a vraiment du charisme. Et puis, sa manière d'être humoristique, un peu dandy, qui danse et qui, la fraction de seconde après, est capable de mettre un uppercut dans la tête de Neo pour lui rappeler qui il est et pour lui rappeler qu'il connaît le kung-fu, il est excellent. Ne serait-ce que par ses tenues, son look improbable, en costume flashy, en plein milieu de scènes de fusillade, le mec est génial. Franchement, Yahya Abdul-Mateen II, je l'ai trouvé excellent. Alors, Jessica Henwick, moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Je l'avais vue, comme j'ai dit dans la critique sans spoilers, bon, bien évidemment dans Game of Thrones, dans Love and Monsters, mais aussi dans Underwater. Et je l'avais trouvé vraiment très très bien dans Underwater avec Kristen Stewart, film de SF qui se passe sous l'eau, une sorte de alien aquatique. Vraiment très très bon le film. Jessica Henwick, je la trouve excellente. Elle est charismatique dans chacune de ses scènes. Le film repose en partie sur elle, vraiment. Hein. Elle est solide au niveau de son interprétation et son personnage. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur ses épaules. J'ai vraiment beaucoup apprécié Jessica Henwick. Tout comme j'ai aimé le fait qu'il y ait pas mal d'acteurs secondaires qui viennent de la série Sense8. Alors moi, la série Sense8, je n'ai pas vu, mais que je trouve très bon, notamment le personnage de Lexi. J'ai oublié le nom de l'actrice, je crois que c'est Indy Barra quelque chose. Bref, l'actrice est très très bien, charismatique aussi. L'acteur qui fait Shepard, le chef de vaisseau, est très bon. On a des petits easter eggs comme une des personnages qui est la petite fille du capitaine Roland que l'on avait dans Matrix Reloaded et Révolution. Bref, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Pour moi, la personnage
peut-être que j'ai trouvé déjà la plus belle et surtout la plus charismatique, même si elle apparaît pas longtemps dans le film, c'est Priyanka Chopra. Priyanka Chopra qui fait Sati, je suis content parce que je l'avais découvert dans mes théories, comme beaucoup de choses que j'avais devinées à l'avance, mais bon, je suis pas là pour me jeter des fleurs, mais j'avais découvert plus de 50% du scénario à l'avance. Sati, qui était très attachante dans Reloaded, enfin, pas dans Reloaded, dans Révolution, là, elle a grandi, donc elle a pris 20 ans de plus, là, je vais y revenir sur ces 20 ans, elle a grandi et elle est devenue la nouvelle Oracle, entre guillemets, ça s'explique dans le scénario, et elle est là pour libérer Neo. Elle a toujours gardé un œil sur Neo, on la voit dans la Matrice, on la voit en dehors de la Matrice. Je trouve qu'elle fait passer beaucoup de chaleur par son regard, de tendresse. Priyanka Chopra est une actrice excellente, moi je l'ai découvert à la série Quantico, depuis je l'ai vue dans quasiment tous les films américains où elle a joué, y compris Baywatch, que j'ai bien aimé. Mais voilà, Priyanka Chopra, c'est une actrice qu'on a besoin de voir au cinéma. Elle est vraiment excellente. Après, j'ai pas vu sa carrière bollywoodienne. Mais voilà, j'aime beaucoup cette actrice. Après, il y a quelques petites déceptions. Et même si Carrie-Anne Moss joue très bien, je trouve qu'on ne la voit pas assez. Elle est trop en retrait dans le film. C'est vraiment les 3 derniers quarts d'heure où on la voit. Et pour moi, c'est pas assez. Autre déception, Christina Ricci, qui avait été annoncée. Christina Ricci qui est là à peine moins de 10 secondes dans le film. Alors il y a un intérêt à son apparition, c'est qu'elle nous tease une potentielle suite, un potentiel Matrix 5 et 6. Mais là je vais y revenir là-dessus. Je vais y revenir en fin de vidéo sur les potentielles suites parce qu'il y a des choses à dire. Jada Pinkett, c'est ma plus grosse déception du film. Alors Jada Pinkett que j'ai eu du mal à reconnaître, je savais que c'était elle, mais j'ai vraiment essayé de chercher sous le maquillage et les prothèses, et ils ont quand même fait beaucoup de maquillage et de prothèses. Honnêtement, si on ne sait pas que c'est elle, on ne la reconnaît pas. En tout cas, moi, si j'avais pas su que c'était elle, j'aurais vraiment pas reconnu Jada Pinkett. Après, ça se voit que c'est du fake, qu'ils l'ont vieilli artificiellement, c'est clair. Mais c'est pas ça qui déçoit. Ce qui déçoit, c'est son comportement, mais je vais y revenir dans ma critique sur le fond et toute son intrigue, ses dialogues, ses réactions. J'ai vraiment été déçu par ça. Enfin, on a Neil Patrick Harris qui fait l'analyste qui est le successeur de l'architecte. Neil Patrick Harris, lui, se régale d'être dans le film. Lui, il est comme un poisson dans l'eau. C'est un kiff. Lui, c'est vraiment, il régale. Il prend que du kiff à être dans le film. C'est peut-être l'acteur qui est le plus investi, on va dire, psychologiquement, avec Keanu Reeves. Keanu Reeves qui reste quand même le meilleur acteur du film pour moi. Keanu Reeves, je l'ai dit dans la critique sans spoilers, il est 100% investi. C'est troublant. Et il y a même certains dialogues où le personnage, en tant que Thomas Anderson, dit « J'ai mis beaucoup de moi dans Neo ». Et là, j'y vois pour moi un parallèle entre Keanu Reeves et Neo. Je pense que Keanu Reeves a mis beaucoup de lui dans Neo, et le personnage de Neo a beaucoup influencé Keanu Reeves. Les deux personnages, enfin l'acteur et le personnage, se sont influencés mutuellement. Et je pense que dans ce film, il fait passer ce message. Et plus que jamais, John Wick, Keanu Reeves avait besoin de retrouver Lana Wachowski, l'univers des Wachowski. On sent que vraiment, pour lui, c'est plus qu'un film. Psychologiquement, c'est quelque chose qui lui a fait prendre conscience de certaines réalités, de certaines thématiques. Il est 100% investi, psychologiquement, émotionnellement. Ça en devient presque troublant. Mais voilà. On a donc un casting qui est excellent, et on a le retour d'anciens personnages qui sont très importants, notamment du Mérovingien. Et là, le Mérovingien, je suis divisé. La première fois que j'ai vu le film, je ne l'ai pas apprécié. La deuxième fois, beaucoup plus. Et la troisième fois, je suis divisé. Je reconnais que ça fait plaisir de revoir Lambert Wilson. Mais en même temps, je suis déçu de ce qu'ils en ont fait. On ne retrouve pas la nostalgie du personnage. J'ai vu la trilogie il n'y a pas très longtemps, il y a à peine quelques semaines pour faire les lives. Et c'est un personnage que je kiffe. Et quand on voit ce qu'il est devenu, c'est une loque. Physiquement, c'est une loque. C'est un clochard. Avec tout le respect que j'ai pour les clochards. Mais voilà, on ne retrouve pas la nostalgie. De manière générale, ce film, malgré toutes les qualités qu'il a, c'est un film qui n'a pas de nostalgie. Vous voyez, on a Spider-Man No Way Home en ce moment à l'affiche.
Spider-Man No Way Home qui est blindé de nostalgie. Si vous enlevez la nostalgie sur Spider-Man No Way Home, il reste quasiment rien. Il n'y a pas de réalisation exceptionnelle, enfin, c'est très très limité. Beaucoup d'incohérences scénaristiques, ça joue moyennement, mis à part Andrew Garfield et quelques autres acteurs. Mais il y a tellement de nostalgie que ça fait plaisir à voir, Spider-Man No Way Home. Matrix Résurrection, c'est l'inverse. Ça joue nickel, le scénario est béton, mais il n'y a aucune nostalgie. Donc je comprends que des gens aient été déçus, des gens qui aimaient la trilogie d'origine. Je comprends que certains, pas tous, moi j'en fais pas trop partie, un petit peu, mais je comprends que les gens aient été déçus par ce manque de nostalgie et quelque part un petit peu ce désamour de Lana Wachowski pour la trilogie Matrix. Alors quand je dis désamour, c'est que on sent pas une tendresse spéciale, de la chaleur, de l'attachement pour la trilogie d'origine. On sent qu'elle y va à grands coups de hache sur la trilogie d'origine, et notamment, et je vais y revenir, ça c'est sur le fond, ce que les gens ont fait de la trilogie d'origine. Donc, le mérovingien, c'est à la fois stylé ce qu'ils ont fait avec lui, le message qu'il a à délivrer, je vais y revenir dans quelques instants, mais en même temps il fait pitié parce que il n'est pas aussi charismatique qu'il l'était. C'est une pâle copie de lui-même par rapport à la trilogie Matrix Reloaded notamment et Révolution. Enfin, la musique, Tom Tykwer qui avait bossé sur avec les Wachowski sur Cloud Atlas est à la musique, il a repris tous les thèmes de Don Davis, mais il n'a rien ajouté d'original, donc oui c'est propre, oui c'est bon, mais il n'y a rien de transcendant, si ce n'est la chanson de Jefferson Airplane, White Rabbit. J'en ai parlé dans mon live, j'ai dit la petite histoire qu'il y a autour de cette chanson, à savoir que dans les années 60, en plein Woodstock, ils avaient créé et interprété cette chanson pour la première fois, le groupe Jefferson Airplane, pour la première fois dans une discothèque qui s'appelait le Matrix. Et cette chanson parle de Alice au Pays des Merveilles, parle justement de réveiller les consciences. On était en plein Woodstock, donc c'est pas pour rien que la chanson a été choisie. Et le moment où elle passe, le moment où elle accompagne la scène est très important parce qu'on voit le quotidien de Thomas Anderson, maintenant développeur de jeux vidéo, le quotidien de Thomas Anderson qui n'est pas réveillé, qui est endormi par les pilules bleues et qui est donc devenu à nouveau dépendant de la matrice. Voilà ce que je pouvais dire sur la forme. Maintenant on passe au fond et je vais vous dire cette vidéo va durer beaucoup plus que 20 minutes je pense, même si elle va pas trop durer non plus. Le fond se divise en deux parties, la première heure et le reste. La première heure, ça relève du génie, j'insiste là-dessus, ça relève du génie, vous allez comprendre pourquoi, en tout cas, sauf si vous l'avez déjà compris. Et après, il y a le reste, à peu près à 54-55 minutes du film, on rentre hors de la matrice plutôt, on revient à la suite réelle, c'est-à-dire beaucoup plus convenue, beaucoup plus classique, c'est la suite du scénario de Révolution, où là c'est intéressant, mais c'est pas transcendant. Mais revenons donc à la première heure du film qui reste quand même pour moi le meilleur. Ça a l'air d'être un remake de Matrix 1. Dès le début du film, la scène où il y a Trinity qui est arrêtée par la police, les mêmes dialogues que quand il y avait Smith et les autres agents avec les policiers, où Smith disait « vos hommes sont déjà morts », c'est la même scène avec des acteurs différents, acteurs-actrices. Tout est fait pour nous faire croire que c'est un reboot ou un remake, à vous de voir. C'est vrai que c'est flou, les limites. Mais en fait, les personnages ont été reprogrammés. Notamment l'agent Morpheus, qui a été reprogrammé en agent Smith. Et qui va se poser des questions. Et là, on commence par une première chose qui est à la fois intelligente et en même temps qui peut enlever un petit peu du mystère. C'est qu'on voit le quotidien de Yahya Abdul-Mateen II en tant qu'agent. Et là, on s'aperçoit que les agents, ben oui, ils prennent leur café, oui, ils font du sport. C'est plus les Men in Black mystérieux à la Dark City qu'il y avait dans le premier film. Donc, oui, ça renforce le réalisme parce qu'on voit un petit peu leur quotidien, mais en même temps, ça enlève tout le mystère et donc forcément, ça enlève l'aspect danger des agents qu'il pouvait y avoir dans le 1 où quand on voyait les agents débarquer, c'était des mecs mystérieux, on ne savait pas d'où est-ce qu'ils débarquaient. Donc c'est à la fois un point fort et un point faible. On nous fait croire que la trilogie Matrix est un jeu vidéo. Ça, j'ai énormément aimé cet aspect, c'est ce qui m'a décontenancé le plus.
C'était vraiment décontenançant, mais en même temps, je trouve que c'est très intelligent. C'est une critique sur le jeu vidéo. Et c'est pas étonnant s'ils ont sorti Matrix Awakens, la démo technique avec l'Unreal Engine 5, s'ils l'ont sorti au Game Awards. D'ailleurs, Thomas Anderson, en fait, Neo reprogrammé, Thomas Anderson a été récompensé dans le film au Game Awards plusieurs fois. C'est un développeur de génie, il a toute une équipe de geeks, de développeurs qui travaillent avec lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont reprogrammé Smith en boss de Thomas Anderson, son patron. Et là, il va s'en suivre un dialogue sur le showbiz, sur la Warner Bros, sur le monde du jeu vidéo, du marketing. C'est excellent. Donc, d'ailleurs, chose intéressante, l'animosité qu'il y a entre Thomas Anderson et le personnage de Jonathan Groff, on nous fait croire que c'est cette animosité qu'il y a, cette animosité hiérarchique entre les deux, qui aurait inspiré à Thomas Anderson la scène de l'interrogatoire entre Smith et le Thomas Anderson du premier Matrix, là où il a la bouche qui fusionne, qui colle. Donc c'est intéressant de voir qu'ils se sont servis de choses qui sont réellement arrivées à Neo, et ils lui font croire que c'est quelque chose qu'il a imaginé en raison d'une frustration de son supérieur hiérarchique qui en fait n'existe pas, qui est Smith reprogrammé. C'est vous dire le sous-texte méta. C'est assez complexe. Et c'est comme ça pour beaucoup de choses dans le film, mais je ne vais pas y rentrer dans tous les détails de la vidéo, ce sera pour le live. On fait croire à Thomas Anderson, et j'insiste sur Thomas Anderson et pas Neo, on fait croire à Thomas Anderson qu'il est schizophrène, bipolaire, paranoïaque, qui confond la réalité et la fiction, tout ça pour le manipuler, pour lui donner des pilules bleues et qui reste bloqué dans ce mensonge, dans ce modal, c'est-à-dire une réalité virtuelle. Tout ça, c'est l'analyste Neil Patrick Harris, qui est en réalité le successeur de l'architecte, c'est lui qui a ressuscité, mais je vais y venir dans quelques instants, c'est lui qui a ressuscité Neo et Trinity à la fin de Matrix Révolution, à la fin de Matrix 3, et il essaye de le maintenir dans ce rêve. Chose intéressante, petit détail intéressant qui n'en est pas un, qui n'est pas un détail, l'analyste va même faire croire à Neo, à Thomas Anderson, que Thomas s'est servi du chat de l'analyste, le chat qui s'appelle Déjà Vu, qu'il s'est servi de ça comme d'un élément qu'il aurait implémenté dans sa trilogie de jeux vidéo. À travers ses séances de psy, Thomas Anderson aurait pris des choses qu'il aurait converties en fiction. Moi, j'y vois un message de Lana Wachowski qui nous dirait qu'elle a fait des séances de psy, elle aussi, à l'époque, et qu'elle s'était servie de certaines choses lors de ces séances de psy pour les intégrer dans la trilogie Matrix. Peut-être qu'elle n'a jamais fait de séance de psy, même si je pense que oui, parce que quand on change de sexe, ça s'accompagne quand même de séances de psychothérapie. Donc je pense que les Wachowski ont dû utiliser certaines choses qu'ils avaient, certains éléments de la réalité dans lesquels ils étaient ancrés, ils ont dû s'en servir pour les intégrer sous forme fictionnelle dans la trilogie Matrix, que ce soit le 1, le 2 ou le 3. Et ça, c'est intéressant. Et maintenant, on en arrive à la réflexion de Lana Wachowski. Alors, la réflexion, la critique, et là, elle va tirer tous azimuts. C'est ce que j'ai le plus préféré du film. Et y compris, je suis visé en tant que spectateur, mais ça ne me gêne pas du tout. J'en suis pas du tout... je le prends pas comme une forme de mépris de Lana Wachowski, bien au contraire. Elle critique les spectateurs. Elle critique la manière dont ils se sont accaparés la trilogie. Certains, en y voyant une relecture crypto-fasciste, ou une critique du crypto-fascisme, certains qui y voient une critique de l'anticapitalisme, certains qui n'ont retenu que le bullet time, d'autres qui n'ont retenu que les combats. Ça, j'ai trouvé ça génial, le fait que Lana Wachowski soit pleinement consciente de tout ce que les spectateurs ces 22 dernières années ont dit et ont théorisé sur la trilogie. Il y a aussi une critique, donc c'est à travers le personnage de Jonathan Groff, sur les studios, le showbiz de manière générale, mais les studios de cinéma et le marketing, puisque Jonathan Groff dit la Warner nous a commandé un nouveau Matrix pour succéder à la trilogie parce qu'il faut faire du fric. Donc un petit peu comme si la Warner avait obligé Lana Wachowski à faire un 4e film parce que ses films précédents, Cloud Atlas,
Jupiter Ascending ont été des échecs au box-office. C'est comme si Lana Wachowski nous disait « Oui, je fais un Matrix 4, je suis obligé de faire un Matrix 4 parce que financièrement, si je veux pouvoir faire d'autres choses, ben, la Warner, il faut que je les satisfasse, mais je vais quand même y mettre des choses personnelles. » Il y a une critique envers les geeks aussi. D'ailleurs, il y a un collègue de Thomas Anderson dans le film qui s'appelle Jude qui dit « Je suis un geek élevé par des machines. » Quelles sont ces machines? C'est les smartphones, les réseaux sociaux, la technologie, les consoles de jeux, les ordinateurs. Et c'est nous en fait. C'est vous et moi. Je ne sais pas si vous êtes un geek, mais vous et moi, parmi ceux qui sont des geeks, on est élevés par des machines depuis notre enfance. Que ce soit le rétro gaming ou les machines actuelles, que ce soit l'informatique, que ce soit les tablettes, les smartphones, nous sommes des geeks élevés par des machines. Et ça, bah, c'est une critique. C'est vrai qu'on est dépendant des smartphones et on est dépendant de la technologie. Aujourd'hui, si on nous enlève les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et les télévisions, à la rigueur, on laisse les télés. Et si on nous enlève tout le reste, mais on est en perdition. Regardez, qu'est-ce qu'on ferait sans Internet? Si on nous enlève Internet, on est fini. C'est très rare les gens qui n'ont pas Internet aujourd'hui. Même pour chercher du boulot avec Pôle emploi, il faut Internet. Tout se fait par Internet aujourd'hui. Donc nous sommes des geeks élevés par des machines. Voilà. Et puis il y a aussi une réflexion sur l'intérêt ou le non-intérêt des remakes, reboots et suites. Là aussi, c'est l'équipe créative qui en discute lorsqu'ils sont sur le point donc, de faire un nouveau jeu qui serait Matrix 4. C'est très méta, hein, c'est très métatextuel. Donc, il y a une réflexion de Lana Wachowski sur justement les reboots et tout ça. Et enfin, il y a le message de Lana Wachowski, ce qui reste quand même pour moi le dialogue le plus important du film. Je vous le dis, je vous dis textuellement le dialogue, je crois qu'il est dit par Jessica Henwick à Neo, mais en vrai c'est Lana Wachowski qui parle et qui nous parle à nous. Elle dit « Ils ont pris votre vie, quelque chose qui signifiait tout pour vous, et l'ont transformé en quelque chose de trivial, en un jeu vidéo. » Et ça c'est Lana Wachowski qui dit « Vous avez pris ma trilogie Matrix, quelque chose qui comptait pour moi, dans lequel elle avait mis des choses personnelles, probablement qu'elle avait écrit ça par rapport à ses problèmes de transition d'identité ou peut-être d'autres choses, peu importe, mais c'était personnel pour elle, ça signifiait beaucoup, et les gens, nous, l'avons transformé en quelque chose de trivial, c'est-à-dire on a retenu les combats, on a retenu les effets spéciaux, ou bien on s'est accaparé le message pour lui faire dire quelque chose d'autre, et au final, c'est devenu un objet marketing. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour la jeune génération qui ne connaît pas vraiment, qui n'a pas grandi avec les Matrix, qui sont plus habitués à des films de super-héros, qu'est-ce qu'ils vont retenir de Matrix? Et encore une fois, c'est sans mépris que je dis ça, hein, c'est Lana Wachowski qui nous l'explique, ben, c'est que les gens vont retenir plus l'action que le reste. Et c'était pas l'objectif principal de la trilogie Matrix. Bien évidemment qu'il y avait cet enrobage baston, effets spéciaux révolutionnaires, mais c'était pas le cœur de la trilogie Matrix. C'est aussi une critique vis-à-vis des gens qui ont dit oui, Matrix 2 et 3 ne servent à rien, seul le 1 est intéressant, les deux autres n'apportent rien. Non, en réalité, pour les Wachowski, et en l'occurrence pour Lana Wachowski, c'est la trilogie entière, les 3 films qui représentent quelque chose de personnel pour elle. Et c'est pour ça que j'ai toujours considéré que les 3 films étaient équivalents. Les 3 sont indispensables. Quand on regarde Matrix, il faut regarder la trilogie. Bien sûr, on peut regarder les films séparément, mais la trilogie est un tout cohérent qui est imbriqué les uns dans les autres. Les 3 films sont excellents. Je considère que c'est vraiment une œuvre complète. Enfin, il y a une réflexion sur la nostalgie. À travers ce dialogue, je vous le cite textuellement, « La réalité devenue un souvenir, n'en reste-t-elle pas moins la réalité ?» Point d'interrogation. Et moi qui suis quelqu'un de très nostalgique, qui suis partisan du « c'était mieux avant », d'ailleurs on va y revenir sur « c'était mieux avant », c'est une des choses que dit Lambert Wilson, la réalité, bah, pour moi ma réalité c'est la nostalgie. Tous les jours, je vis en pensant à il y a 15 ou 20 ans en arrière, parce que ce monde actuel ne me plaît pas. Et j'aimerais retrouver la vie que j'avais il y a 15-20 ans en arrière. Parce que c'était moins compliqué, parce qu'il y avait beaucoup moins de choses qui partaient en sucette dans cette société.
Donc voilà, il y a une réflexion sur la nostalgie. C'est pour vous dire que, vous voyez, il y a beaucoup de thèmes qui sont très profonds. Et à une première lecture, si on regarde le film une première fois, on peut passer à côté d'énormément de choses. C'est pour ça, je vous encourage à ne pas juger le film trop durement s'il vous a déçu, à le regarder une deuxième, voire une troisième fois. Moi, j'en suis à la troisième fois. C'est loin d'être la fin. Je le regarderai une quatrième, une cinquième fois, parce que j'ai vu les films d'origine une vingtaine de fois, la trilogie d'origine. Donc le 4, je le regarderai encore beaucoup de fois, mais c'est un film beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Enfin, on a le personnage de Christina Ricci. Est-elle sans intérêt? Non, comme je vous le disais, et je crois que je l'ai déjà dit. Elle annonce un Matrix 5 et 6. Verront-ils le jour? Est-ce que c'est juste du troll? Est-ce que c'est juste un easter egg? Est-ce que c'est juste une piste lancée comme ça au hasard ou une réflexion humoristique? En tout cas, c'est confirmé par le personnage du mérovingien qui dit à Neo « Nous nous reverrons dans d'autres spin-offs et suites ». D'ailleurs, le personnage du mérovingien qui a une critique acide sur les réseaux sociaux, puisque à un moment donné, il parle, il dit « Nous n'avions pas à l'époque toute cette technologie qui nous empêche de parler d'individu à individu. » Il disait « Autrefois, nous avions de la conversation, maintenant, vous êtes tous sur vos claviers avec Face, Zucker, Shit. » Face de Facebook, Zucker de Zuckerberg, et Shit, ça veut dire de la merde. Donc, il y a une critique de Lana Wachowski à travers les dialogues qu'elle a donnés au mérovingien qui est très intéressante. Et ensuite, le mérovingien dit « ça n'est pas fini, nous nous reverrons dans d'autres suites ». Preuve qu'il y a quand même du potentiel pour un Matrix 5 et 6, mais je vais y revenir dans quelques instants. Allez, je finis cette critique parce que sinon ça va faire 1 heure. Donc je finis rapidement en passant sur le reste du film. Je développerai beaucoup plus dans le live. Le reste, on apprend que 60 ans se sont écoulés dans la vie réelle, 20 ans à l'intérieur de la matrice. Niobe, que l'on retrouve, ben, moi elle m'a déçu, ce personnage m'a déçu. Je reproche pas à Lana Wachowski, c'est son film, elle a le droit d'en faire ce qu'elle veut, je respecte sa vision. Mais j'ai été déçu de ne pas retrouver la Jada Pinkett de la trilogie, non pas physiquement, forcément elle a vieilli. D'ailleurs le maquillage, je trouve qu'il est bien fait, parce que si j'avais pas su que c'était elle, je l'aurais pas reconnu. Après, ça se voit que c'est du fake, ça se voit que c'est du latex qu'ils ont posé sur le visage, ou en tout cas qu'ils ont mis un bon coup de peinture sur le visage, mais c'est très bien fait. Du coup, on ne la reconnaît pas du tout, mais franchement, je ne l'ai pas reconnue du tout. Mais là où ça m'a déçu, c'est que à la fin de la Matrix Révolution, elle avait foi en Neo, elle avait foi en l'élu. D'abord, elle n'avait pas foi en l'élu, elle avait foi en Neo, mais quand elle voyait que les machines s'arrêtaient, les sentinelles qu'elles repartaient, elle remerciait Neo, les larmes aux yeux dans les bras de Morpheus. On sentait qu'elle avait foi en l'élu, et là on apprend tout le contraire. Elle nous dit « je n'ai jamais eu foi dans l'élu », elle va jusqu'à emprisonner Neo parce qu'il représenterait un danger pour sa nouvelle société, sa nouvelle ville qui s'appelle Yo, et non plus Sion. S'ils ont abandonné Sion, là c'est un petit peu confus, c'est dans les aspects qu'on arrive, les aspects confus de l'intrigue, le sort de Sion, le sort de Morpheus qui est très confus, on ne sait pas ce qu'il advient de Morpheus dans le film. Alors, bien évidemment que dans d'autres œuvres annexes comme des jeux vidéo, on en apprend plus, mais moi j'estime qu'on ne devrait pas avoir besoin d'un jeu vidéo pour comprendre un film. Le film devrait se suffire à lui-même, ou au moins en prenant en compte les films précédents. Mais si on doit avoir des œuvres annexes pour comprendre un film, ça va pas. Et le sort de Morpheus, il n'est pas clairement expliqué dans le film. On ne nous dit pas clairement s'il est mort de vieillesse, s'il est mort au combat, ou s'il n'est pas mort du tout. Bon, on se doute qu'il a pris 60 ans de plus, donc il devrait être au moins aussi âgé en toute logique que Niobe, mais on ne l'a pas vu dans le film, on a vu juste une statue de lui. Bref, moi ce qui m'a déçu, c'est Niobe, son comportement vis-à-vis de Neo. On ne retrouve pas la chaleur, la tendresse, la nostalgie, la reconnaissance, l'attachement. Il n'y a pas d'attachement, c'est vraiment dommage. Le sacrifice de Neo à la fin de Matrix Révolution, on nous dit que ça n'a pas servi à rien, ça a servi à une entente, une harmonie entre les humains et certaines, pas toutes, certaines machines. Et donc maintenant, les machines travaillent pour améliorer la vie des humains et pour améliorer leur propre vie. D'ailleurs, on a pas mal de machines dans le film. Je ne suis pas trop fan du design, mais on a des machines, façon Transformers un petit peu, qui bossent en symbiose avec les humains. Oui, ok, d'accord, c'est intéressant. Là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est d'apprendre que les autres machines se sont entre-détruites, puisqu'il n'y avait plus
la ressource humaine dont se nourrissaient les machines, puisque l'architecte avait promis la paix et de libérer tous ceux qui le voulaient, et tous ceux qui le voulaient ont été libérés. Malheureusement, il n'y avait plus assez de ressources pour les machines et elles ont commencé à s'auto-détruire, à se faire la guerre entre elles, jusqu'à ce qu'arrive une puissance supérieure, jusqu'à ce qu'arrive quelque chose qui a changé les choses et qui a fait une nouvelle version, qui a téléchargé une nouvelle version de la matrice, et ce qui a entraîné une purge, notamment une purge de l'oracle. Alors, là aussi c'est confus, l'oracle est-elle morte, a-t-elle disparu définitivement? On ne nous le dit pas, on nous dit qu'elle a été purgée, est-ce que c'est définitif? Normalement, le mérovingien et tous les autres devaient être purgés eux aussi, on voit qu'ils sont revenus. Aura-t-on éventuellement l'oracle? Alors, probablement pas sous les traits de la même actrice, déjà parce que l'actrice de Matrix 1 et 2 était décédée. Dans le 3, on avait une autre actrice, mais déjà elle était âgée dans le 3, 20 ans de plus, je suis pas sûr qu'elle soit en vie. Mais en toute logique, on devrait, si on retrouve l'oracle, on devrait retrouver une oracle vieillie. L'aura-t-on dans les suites? Est-elle réellement morte? S'est-elle fait purger, c'est-à-dire détruite totalement? On sait que, ce qu'on nous dit, Niobe nous dit qu'à un moment donné, elle donnait des informations à la résistance, et puis ils n'ont plus eu de nouvelles d'elle, et il y a eu ce reboot, cette nouvelle version téléchargée de la matrice. L'analyste maintenant, l'analyste c'est le successeur de l'architecte, et il nous dit, l'analyste joué par Neil Patrick Harris qui est excellent, il nous dit: j'étais là lorsque vous vous êtes sacrifié à la fin de Matrix Révolution. Et flashback, on voit la scène où Neo est avec les câbles en train de se battre et de se sacrifier contre Smith. Il nous dit: j'étais là et j'ai fait des pieds et des mains et ça m'a coûté beaucoup en termes de ressources pour vous ressusciter, Trinity et toi, parce que j'ai découvert quelque chose. Et là, ça confirme une des théories que j'avais, que les deux sont l'élue en fait. Ça n'est pas juste Neo ou juste Trinity, c'est l'ensemble des deux. Et on a pas mal de flashbacks, des flashbacks du 1 quand elle l'embrasse et qu'il ressuscite, des flashbacks du 2 et 3. En fait, c'est Trinity et Neo, l'ensemble des deux, qui sont l'élu qui pourra remodeler la matrice. Et c'est ce qu'il arrive à la fin du film, puisque Trinity reprend conscience, se réveille, reprend conscience qu'elle ne s'appelle pas Tiffany, elle n'a pas une vie de famille, mais qu'elle s'appelle Trinity et qu'elle a bien vécu la trilogie aux côtés de Neo. Donc, elle retrouve tous les souvenirs de sa vie passée réelle. Et l'ensemble des deux, on le voit, ils ont du pouvoir, ils fusionnent entre guillemets leur pouvoir. Les deux arrivent à voler. D'ailleurs, il y a un petit passage humoristique à un moment donné où Neo n'arrive pas encore de nouveau à voler. Et il saute façon Mary Poppins et il retombe sur ses pattes. Ça m'a fait rire. C'est du troll, mais ça m'a fait rire. Mais les deux, enfin, quand ils sont ensemble, retrouvent leur pouvoir. Et les deux sont l'élu qui ont un contrôle total sur la matrice, comme ils le disent à l'analyste. Et l'analyste, joué par Neil Patrick Harris, le reconnaît. Il dit: ok, maintenant vous avez le contrôle total. Mais qu'est-ce que vous allez en faire de ce contrôle total, sachant que nous, les machines, on sera toujours là, parce que l'humanité ne veut pas de la liberté, l'humanité veut être contrôlée, elle veut de la sécurité. Soit dit en passant, j'ai beaucoup apprécié, je crois que je l'ai dit en début de vidéo, le fait qu'ils arrivent à contrer l'analyste grâce à Smith, sous les traits de Jonathan Groff, qui leur sauve la mise, parce que s'il n'avait pas été là, ça serait très très mal passé pour eux et pour tous les autres membres de l'équipe. Donc tout est bien qui finit bien pour l'instant, mais il reste quand même des questions en suspens. Les questions, les voici. Donc le mérovingien, tout comme Christina Ricci, nous ont dit qu'il y aurait des suites potentielles. L'analyste a des supérieurs hiérarchiques. Il a dit, on a appris qu'il avait des supérieurs hiérarchiques. Qui sont-ils? Ils ont forcément plus de pouvoir que lui. Et vu son pouvoir dans le film, vu comment ils arrivent à galérer contre l'analyste, s'il n'y avait pas eu Smith, ils s'en seraient pas sortis. Qui sont ces supérieurs hiérarchiques qui doivent être plus puissants encore? Sont-ils dans la ville des machines? Sont-ils à l'origine de la création de la toute première matrice? Ont-ils été là depuis toujours? Sont-ils des nouvelles machines? On ne sait pas. En tout cas, il y a quand même du potentiel pour une suite.
Ensuite, qu'est-il arrivé à l'oracle? Comme je vous le disais il y a quelques instants, la question n'est pas réglée. Et l'humanité sera-t-elle enfin libérée? On a des doutes par rapport au discours final de l'analyste, on a des doutes. Est-ce que, moi je me pose la question, est-ce que l'humanité, dans Matrix, un jour verra réellement la surface? Parce que là, ils habitent dans une ville qui s'appelle Io, qui est un petit peu comme Sion, avec des améliorations, ils arrivent à cultiver des plantes, ils ont un ciel artificiel beaucoup plus joli que dans Sion, mais ils restent quand même sous terre. Ils sont sous terre, ils sont au cœur de la Terre, au cœur de la planète. Est-ce qu'un jour, ils arriveront à revenir à la surface, une surface purgée de toute pollution, purgée de toute machine destructrice, avec des prairies qui ne soient pas de l'artificiel, mais qui soient du vrai, où ils verraient la lumière du vrai soleil, comme Trinity en avait eu un aperçu dans Matrix Révolution? Est-ce qu'un jour, l'humanité retrouvera la surface de la Terre? J'aimerais bien qu'on ait des suites et que la fin définitive se termine avec l'humanité qui remonte à la surface de la Terre et qui soit enfin de nouveau maître absolu de son destin et plus du tout dépendante des machines. Aura-t-on ça un jour, ou bien l'humanité sera-t-elle toujours indépendante des machines? Est-ce que ça sera un combat perpétuel? Je ne sais pas, j'espère qu'il y aura un Matrix 5 et 6. Je regrette le fait que le film ne cartonne pas autant qu'il aurait dû. C'est vrai qu'en face, il y a Spider-Man No Way Home qui attire beaucoup plus les gens. J'aurais préféré que les gens soient attirés beaucoup plus par Matrix Résurrection. Ceci dit, voilà, c'est une période compliquée avec le Covid, sachant que le film sort sur HBO Max. On n'a pas les réels chiffres du chiffre d'affaires du film. Il faut attendre, il faut voir. En tout cas, toutes les pistes sont là pour qu'on ait des suites. J'espère qu'on les aura. Quoi qu'il en soit, je suis très content de ce Matrix Résurrection. Certes, je suis déçu par certains aspects, mais dans l'ensemble, c'est un film très intelligent, qu'il ne faut pas juger sur le premier visionnage, qu'il faut voir plusieurs fois. Et donc, je vous donne rendez-vous le 15, non pas le 15, la deuxième quinzaine de janvier pour un live qui durera près de 3 heures, peut-être même plus, où, avec les collègues, on examinera dans le moindre détail absolument tout le film. Il y a beaucoup de choses que j'ai notées que je ne vous ai pas dites et ce sera extrêmement intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je suppose que vous êtes très peu à la voir en entier. Elle fait plus de 40 minutes. Mais en tout cas, merci à ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis. On se retrouve très vite pour quelques autres vidéos la semaine prochaine, c'est-à-dire dès demain, pour quelques critiques de films et les vidéos de fin d'année, c'est-à-dire le top des films 2021 et le top des séries. Et ensuite, première semaine de janvier, le Festival Tolkien avec que du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. 6 lives en 7 jours. On va se régaler. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien, passez un bon dimanche soir et ciao tout le monde.